les gens vivent à la fois un judaïsme extrêmement agréable et d'un autre côté, ils savent que leur temps est compté. C'est d'abord les Juifs qui sont visés, mais si les Français ferment les yeux sur ce qui est en train d'arriver aux Juifs, parce que les Juifs savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France, la chose ne se joue pas tellement. C'est eux qui risquent de se retrouver rejetés de leur propre pays. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin et je précise à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes bloqués à Paris depuis le début de la guerre contre l'Iran et on espère peut-être qu'avec le cessez-le-feu annoncé ce matin par le président Trump, eh bien tout cela va se libérer, on va pouvoir assister à un retour, on va dire un retour des exilés de l'ensemble des communautés juives peut-être vers l'État d'Israël. Et vous en particulier. Alors Dov, la première question que je voudrais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, c'est une question qui s'adresse à un Israélien qui n'a pas vécu la guerre sur place, mais en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de ce cessez-le-feu annoncé par Donald Trump? Bon, Donald Trump est dans son rôle, il a envie d'être le sauveur, le messie, il voulait exactement ce qu'il voulait faire, il s'est engagé à ne pas faire de guerre, donc évidemment il est dans sa ligne, c'est à nous les Israéliens de penser comment gérer en sachant faire le mieux de ce qu'on peut tirer de Donald Trump et en même temps en gardant notre ligne et nos intérêts propres qui sont pas forcément convergents avec ceux des Américains. Alors justement, on va profiter du fait que vous étiez au cours des 15 derniers jours en France, que vous avez d'une certaine manière tenu informer la communauté juive de France de ce qui se passait en Israël, de l'état d'esprit qui régnait en Israël en particulier. La question que je vous pose, quel est l'état d'esprit qui règne justement au sein de la communauté juive de France après 2 semaines de guerre contre l'Iran? Voilà, donc ça c'est intéressant puisque j'étais venu en France pour présenter mon livre qui n'était pas un simple livre, qui était une véritable bombe atomique au sein de l'institution juive, puisque le livre s'appelle La fin des Juifs de France, on peut pas faire plus clair. Voilà. Et donc évidemment, j'ai fait 6 ou 7 conférences. Tous les soirs où j'étais là, j'ai pu faire des conférences pratiquement avec 300 personnes à chaque fois. Tout le monde achetait le livre et puis j'ai parlé avec Europe 1, BFM 2 fois, Sud Radio, Le Point, Valeurs Actuelles, Causeur, Atlantico. Oui, il est clair que ce sujet préoccupe beaucoup, pas seulement les Juifs de France, mais on va dire l'opinion publique en France en général et les médias, bien entendu, en particulier. Bien entendu. Quand on voit la couverture du livre, on comprend que je parle de la fin de la France et que les Juifs ne sont qu'un révélateur de dysfonctionnement. Donc c'est ça qui intéresse les gens, ce qu'on appelle dans le langage au Liban, on appelait ça après samedi, dimanche. C'est-à-dire que c'est d'abord les Juifs qui sont visés, mais si les Français ferment les yeux sur ce qui est en train d'arriver aux Juifs, parce que les Juifs savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France, donc la chose ne se joue pas tellement. Eh ben, c'est eux qui risquent de se retrouver rejetés de leur propre pays. Alors on va revenir. Vous avez dit plusieurs choses importantes. Vous venez de dire quelque chose qui est peut-être surprenant. Les Juifs de France savent que leurs petits enfants ne vivront pas en France. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose. C'est-à-dire cette affirmation, elle repose, on va dire, sur une enquête, sur cette enquête, sur ce que vous avez fait avec Didier Long, ou alors sur un sentiment qui s'est considérablement renforcé ces dernières semaines, peut-être aussi. Voilà. Donc, je vais réexpliquer les choses assez simples. Je vais le dire d'une manière extrêmement simple. En fait, la pérennité d'une communauté juive à travers le monde, et je les étudie sur les 5 continents, elle dépend de la vitalité intérieure. Et là, la vitalité intérieure en France est exceptionnelle. C'est vraiment une vitalité comme on n'a jamais vu. Et depuis 20 ans, elle n'a fait que de se renforcer parce que les gens se retrouvent dans l'entre-soi. Et donc, on a de plus en plus de vie. Les gens sont très proches entre eux, etc. La vitalité est forte, mais ça ne suffit pas. À l'apogée, en 1939, le judaïsme polonais était à son apogée. En 1938, le judaïsme allemand était à son apogée, justement parce que les Juifs ont été remplis, ils ne pouvaient plus être à l'extérieur, ils se sont retrouvés à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième critère qui s'appelle la menace extérieure, la sécurité. Et au niveau de la sécurité,
C'est-à-dire, est-ce que la police va protéger les Juifs? Est-ce qu'elle va être capable de protéger les Juifs partout où ils sont? Est-ce qu'elle a les moyens? Et là, on a interviewé plus de 300 personnes en France. On a des magistrats, des grands flics, les chefs du renseignement général, la DGSI, la DGSE, les services israéliens, bien entendu, et tout ça. Et les gens nous disent, nous ne pouvons pas protéger les Juifs. Le 7 octobre a déjà commencé avec la petite fillette qui s'est fait violer à Courbevoie en tant que juive. Voilà, ça a commencé. On a déjà toutes sortes de choses. Alors, la sécurité des Juifs dépend des pouvoirs politiques, publics, qui vont, eux, donner des ordres à la police d'intervenir ou de ne pas intervenir. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Sarah Halimi, où il y avait 23 policiers et ils n'ont pas reçu d'ordre d'intervenir. Et ensuite, par la juridiction, par les juges qui, eux, ont considéré qu'il ne fallait pas condamner l'assassin de Sarah Halimi. Pourquoi? Pour des raisons on a peur des émeutes, on a peur de ce qui pourrait se passer, comme il s'est passé ce samedi soir pendant la guerre, vous voyez, pendant la fête de la musique, et on a eu énormément d'agressions, de cambriolages, etc. Et puis c'était la même chose avec la victoire du PSG, c'est-à-dire que ils n'ont tellement peur des émeutes et de la menace qu'on appelle endogène et exogène, la menace de l'Iran et des agents d'Iran de faire des attentats, qu'ils ont très très peur et qu'ils vont probablement sacrifier les Juifs. Alors, de quoi dépend les décisions des politiques, des hommes politiques et des pouvoirs publics? Ça dépend de la démographie. D'accord? Donc, je reprends. Sécurité dépend des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, eux, prennent la position de la démographie. Quand on a une ville comme Strasbourg, où la maire va invisibiliser la carte d'Israël en disant c'est la Palestine, mais elle sait que l'année prochaine, il y a des élections et municipale et qui a 25 fois plus de musulmans que de juifs à Strasbourg, eh ben, elle va prendre le parti des musulmans plutôt que le parti des juifs. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites là, Dov. Vous parlez de Strasbourg. C'est un bon exemple parce que justement, Strasbourg, c'est une communauté très structurée, une communauté juive très structurée, même puissante, que l'on voit, qui est visible. Est-ce que, par exemple, vous êtes en train de nous dire que face aux développements qui interviennent dans la vie politique française, eh bien, la communauté juive de Strasbourg, elle va péricliter? Exactement. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ça veut dire, d'un côté, on voit qu'autour de nous, une vie juive extrêmement intense, une vitalité incroyable, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça peut pas basculer très très vite. Ça peut basculer au moment où tout à coup, on aura intérêt à laisser faire les choses parce qu'on aura trop peur des émeutes, on devra laisser prendre des positions pro-palestiniennes. Le jour où est sorti mon livre, celui que j'ai écrit avec Didier Long, donc, est sorti le rapport de Retailleau, qui donne 3 recommandations par rapport aux frères musulmans et l'entrisme musulman en France. 2 recommandations sur les suivants. 1, il faut enseigner l'arabe dès l'école maternelle. Et la deuxième, c'est prendre des positions pro-palestiniennes pour éviter les émeutes. Donc on a bien compris que la France va s'aligner sur des positions qui ne sont pas forcément leurs valeurs personnelles, mais parce qu'ils se disent, nous n'avons pas les moyens d'arrêter les émeutes dans toutes les villes de France. On se rappelle qu'en juin 2023, il y a eu 50 000 jeunes ou moins jeunes qui voulaient tuer les flics pratiquement et qui sont sortis dans 550 communes différentes. Donc il s'agit d'une menace extrême. D'accord. À n'importe quel moment en France. Alors, vous avez parlé de Strasbourg. Je voudrais, par exemple, parler de communautés qui sont, on va dire moins orthodoxes, qui peut-être même moins traditionnalistes. Il y a certaines communautés en France, je ne sais pas si on peut les citer exactement, mais par exemple des communautés comme celle de la synagogue de la Victoire, où il y a, on va dire, des Juifs de France qui sont installés depuis des générations et des générations, qui, et dites-moi si je me trompe, mais préfèrent le combat face à l'antisémitisme plutôt que déposer les armes et partir en Israël. Oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent penser, mais l'histoire est plus forte qu'eux, plus que la démographie est plus forte qu'eux. Ça veut dire qu'ils ont l'impression de se dire,
nous ne partirons pas, Oui. c'est à eux de partir, vous nous dites de rentrer chez nous, mais on est chez nous, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tout simplement, les politiques, eux, savent qu'à un certain moment, ils vont devoir négocier avec des choses qui sont bien plus fortes et que la volonté des Juifs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas partir? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien éviter pour que demain, au moment où on devra prendre des positions qui seront difficiles, eh ben, on va décider de plutôt prendre l'avantage. Si on sait que les musulmans, 28% parmi eux, sont radicalisés et veulent un séparatisme et que chez les jeunes, c'est 50%, et plus ils sont éduqués, quand ils ont un diplôme de premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle, ils sont encore plus radicalisés, plus anti-français, avec une haine de la France et une haine féroce contre les Juifs. Ouais. Ben, ces gens-là, il est probable qu'ils vont tracter. Alors comment Et je donne un exemple concret, oui. Daniel. Il est tout simplement, il y a les élections municipales l'année prochaine. Nous savons, et on a eu des témoignages énormément de personnes, et notamment des maires des villes de France, qui nous ont dit il est impossible pour un maire de gauche d'être élu sans tracter avec les islamistes. Et les islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Dès que les islamistes viennent, un peu comme ce qui s'est passé à Créteil, avant il y avait plein de juifs autour du lac de Créteil, plein de restaurants, et quand on a construit la grande mosquée, quand les islamistes se sont installés, les juifs sont partis. Alors vous m'auriez dit il y a 30 ans ou il y a 25 ans que Créteil allait être basculé, mais vous m'aurez dit mais c'est pas possible, on vit tellement bien à Créteil, autour du lac, avec les poussettes, les kippas, et aujourd'hui on n'est plus là-bas, et donc ça peut arriver très vite. Alors je voudrais... L'histoire qui est plus forte que nous. Il nous reste vraiment quelques minutes. Je voudrais savoir comment les Juifs de France ont réagi, surtout dans le contexte de cette guerre, de ce qui se passait entre Israël et l'Iran. Comment ils ont réagi à ce discours, on va dire, très alarmiste? Alors voilà, on sent que chez les Juifs de France, une communauté de destin extrêmement forte. Un sentiment qu'on est avec Israël et le sentiment même qu'on manque peut-être le fait qu'on n'est pas avec eux dans les abris. Et ça, c'est très, très important. C'est moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti d'abord. Et peut-être je terminerai là-dessus parce que ce qui est incroyable, c'est évidemment l'ironie de mon passage ici. C'est-à-dire, je viens pour dire aux Juifs de préparer leur bagage. Et c'est moi qui me retrouve bloqué et ici à rester en France et profiter justement de toutes ces faveurs, de cette communauté merveilleuse, toute cette vie juive intensive que j'ai pu voir dans le 17e arrondissement, j'ai pu voir à Saint-Mandé, j'ai pu voir à Neuilly et ailleurs. Donc une vie juive exceptionnelle, des gens qui se sentent très très forts entre eux justement parce qu'ils se sentent un peu exclus, ils peuvent plus parler avec leurs voisins et leurs collègues au travail, ils se sentent extrêmement engagés dans la vie juive et ils comprennent qu'on a une communauté de destin avec les Juifs d'Israël. Donc ce sentiment-là, par contre, on est une communauté transnationale. Alors est-ce que les gens vont venir maintenant ou dans 10 ans ou dans 15 ans? Non, mais Dov, la question que je vous pose, c'est par exemple, lorsque vous êtes en train de dire à des Juifs de France, attention, vos petits-enfants ne vivront pas en France, il n'y a pas des gens qui se soulèvent et qui disent vous êtes un prophète de malheur, on va dire, vous venez nous prophétiser le... Vraiment, okay. Y compris dans les communautés les mieux installées, les plus riches, où il y a plus de vie sociale, tout le monde était 100% d'accord avec moi. J'ai revu, à part les représentants des institutions, qui eux essayaient de dire le contraire, mais dans toutes les salles où je me suis retrouvé, parfois, pas toujours, mais dans toutes les salles où je me suis retrouvé, la salle était totalement avec moi, totalement en disant, oui, c'est Dov qui a raison, c'est mathématique, c'est arithmétique, il n'y a rien à faire. Nous sommes totalement perdus ici, il s'agit juste de gérer la transition. Donc, les gens vivent à la fois un judaïsme extrêmement agréable et d'un autre côté, ils savent que leur temps est compté. On est dans un temps suspendu et on essaye de vivre bien pendant ce temps suspendu. Moi, j'attends de trouver un avion, surtout le plus vite possible, pour être évacué et rentrer à la maison pour pouvoir courir dans les abris avec mes enfants et mes petits-enfants. Oui, on espère que vous n'aurez pas besoin de le faire puisque si tout se passe bien, eh bien, on peut peut-être espérer un retour progressif à la normale après l'annonce du cessez-le-feu. En tout cas, merci beaucoup, Dr Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir livré ces sentiments. En tout cas, c'est plus que des impressions, on va dire, sur ce qui se passe au sein de la communauté juive de France en cette période particulièrement mouvementée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée, merci.